Il existe un monde où les brumes sont souveraines. Leur voile mystérieux cache un empire fondé sur la domination d'un seul homme, le Seigneur Maître. Dans ce monde, un groupe de rebelles cherche à renverser le pouvoir, et pour les assister dans ce dessein, ils vont faire l'usage de ruses, mais vont aussi bénéficier d'une aide magique basée sur les métaux, l'allomancie. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que ce monde est bien plus complexe qu'ils ne l'avaient imaginé. Bienvenue à toutes et à tous dans le canapé de l'imaginaire. Je suis aujourd'hui accompagné de mon ami Thomas. Bienvenue Thomas. Bonjour Victorien, bonjour tout le monde. Comme on ne s'est pas présenté ici, je vais commencer en vous parlant un petit peu du média que j'ai créé à travers cette chaîne YouTube, notamment et aussi une chaîne Instagram. Le Passeur d'Imaginaire, c'est un média adressé à tous les passionnés des cultures de l'imaginaire. Et l'objectif est de voir à travers nos œuvres de fiction et personnages préférés en quoi ils peuvent nous aider dans nos vies, en fait, nous apporter des leçons cachées dans ces œuvres-là. Et donc je suis particulièrement fier de vous présenter Thomas aujourd'hui, qui va m'accompagner sur ce nouveau format, le canapé de l'imaginaire, dont on va vous parler juste après. Donc vas-y Thomas. Donc déjà merci beaucoup Victorien de m'avoir invité pour cette présentation également. Je suis vraiment ravi d'être ici pour pouvoir parler d'une œuvre qui personnellement me tient beaucoup à cœur. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis vraiment un amoureux de la fantasy et de la science-fiction. Et bon, l'une des raisons pour lesquelles tu me voulais aujourd'hui sur ce très beau canapé, c'était notamment par rapport à deux spécificités que j'ai. La première étant que je suis moi-même auteur en dehors de ma vie professionnelle. J'écris beaucoup de romans de fantasy et de science-fiction qui sont toujours en relecture, en correction et qui n'ont pas encore été publiés pour ceux qui se le demandent, mais qui sait, c'est peut-être l'année 2026 qui sera l'année de ma première parution. Et pour une deuxième expertise, cette fois-ci plus professionnelle, qui se porte sur la politique. Je vais avoir l'opportunité de vous apporter un regard sur la narration, sur la construction du récit, ainsi que sur les éléments un peu politiques, intéressants avec lesquels on pourrait faire des parallèles avec notre passé, mais aussi notre présent. Et là, tu fais une formidable transition sur le concept même de ce format, qui est donc les canapés de l'imaginaire. Et ce format, en fait, il vise à explorer une œuvre en profondeur, à l'aune de notre expertise, à l'un et à l'autre. Donc, de Thomas, la sienne, comme il l'a décrite, il va nous parler un peu des aspects world building, sociopolitiques, notamment, et de la narration aussi, à travers ses expertises. Tandis que moi, à travers, je l'ai pas dit, mais je suis aussi enseignant en méditation pleine conscience, donc j'ai pas mal d'éléments en lien avec l'humain et avec les relations interpersonnelles. Bien, je vais essayer d'apporter des éléments que j'aurais vus, que j'aurais remarqués à propos des personnages, et d'en faire un peu une analyse, voilà, tout simplement. Et pour cette première œuvre, nous avons choisi un ouvrage qui nous tient particulièrement à cœur. Il s'agit de Fils des Brumes. Fils des Brumes, effectivement, et en particulier le tome 1 de Fils des Brumes, l'Empire ultime en français. La version française, parce que oui, désolé, j'ai des versions à la fois anglaises, espagnoles, parce que j'ai beaucoup aimé ce livre, et j'aime bien les collectionner dans différentes langues. Donc bon, ça on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais en effet, Fils des Brumes, l'Empire ultime, le premier tome de la trilogie. Exactement, écrit par Monsieur Brandon Sanderson en 2006 et traduit en français à partir de 2010 par Mélanie Fazi. Exactement, qui traduit la plupart de ses œuvres jusqu'à aujourd'hui. Pour le déroulé de cette émission, nous allons d'abord parler sans spoil de l'œuvre. C'est-à-dire, on va en faire un résumé, on va vous mentionner le contexte dans lequel on a lu cette œuvre pour la première fois et ce dont on a pensé de cette œuvre avec une première note sur 10. Ensuite, on parlera de remarques générales aussi sur l'œuvre, mais cette fois-ci avec du spoil. Et enfin, on rentrera dans les détails, dans les tréfonds, dans les profondeurs, je dirais, de cette œuvre. C'est là qu'on verra si on est bon à ce qu'on fait, c'est ça ? Voilà. Et de toute façon, le tribunal populaire pourra nous juger. Bon, ce que je te propose, c'est que tu nous fasses un résumé de cette œuvre. Donc, soit que tu nous le crées, soit que tu le lises. Je vais me contenter de lire la quatrième de couverture, qui est vraiment très très bien. Les brumes règnent sur la nuit, le Seigneur Maître sur le monde. Vin ne connaît de l'Empire ultime que les brumes de Luthadel, les pluies de cendres et le regard d'acier des grands inquisiteurs. Depuis plus de 1000 ans,
le Seigneur Maître gouverne les hommes par la terreur. Seuls les nobles pratiquent l'allomancie, la précieuse magie des métaux. Mais Vine n'est pas une adolescente comme les autres, et le jour où sa route croise celle de Calcière, le plus célèbre voleur de l'Empire, elle est entraînée dans un projet fou, renverser l'Empire. Très bien lu. Merci, j'ai essayé de faire de mon mieux. Alors Thomas, je te laisse la parole pour que tu m'évoques un petit peu dans quel contexte tu as lu ce livre et l'impression que ça t'a donné au moment où tu l'as lu. Bien sûr, oui, bien sûr. Je l'ai lu en 2021. Donc ça fait maintenant, pour la première fois, ça fait maintenant presque 5 ans. C'était en tout début d'année. Pour la petite histoire, je venais de perdre mon emploi. J'étais un peu déprimé, j'étais retourné en arrière chez mes parents. Et ça faisait plusieurs mois de cela que j'étais dans une seule saga. C'était La Roue du Temps. Qui est une très très grosse saga de fantasy avec plus de 14 livres. J'ai jamais osé m'y lancer. Pourtant, je sais que j'ai insisté. Et du coup, j'ai entendu beaucoup parler de Sanderson depuis un petit moment déjà, notamment dans le cadre des vidéos YouTube que je pouvais regarder. Je savais que La Roue du Temps avait été finalisée par Sanderson, parce que pour ceux qui ne savent pas, l'auteur de La Roue du Temps, Robert Jordan, est décédé alors qu'il n'avait pas fini sa saga. Et du coup, les 3 derniers romans ont été écrits par Brandon Sanderson. Je ne savais pas par quoi commencer, je ne savais pas où commencer avec Sanderson, il y a tellement de livres. Et un peu au hasard, j'ai donc pris Fils des Brumes. Et je m'y suis plongé dedans. Et j'ai de suite adoré, accroché à l'univers. Et c'est devenu aujourd'hui une de mes œuvres préférées. Pas mon œuvre préférée, pas mon œuvre de Sanderson préférée, mais vraiment une œuvre que je chéris énormément. Et dont je suis vraiment ravi de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Waouh, ok. Pour ma part, je vais venir dans la continuité finalement de ton histoire, puisque j'ai découvert Fils des Brumes grâce à monsieur. Je plaide coupable. Voilà, donc monsieur qui m'a parlé de Brandon Sanderson depuis un certain temps, qui m'avait parlé de Brandon Sanderson depuis un certain temps, et bon, j'ai été obligé de céder. Hein. Oui, voilà. Je suis très convaincant, très convaincant. Et je dois dire qu'en fait, à ce moment-là, j'étais dans une lecture extensive de l'Assassin Royal, et qui m'a remis un peu à la fantasy, puisque ça faisait longtemps que je n'avais pas entamé de grandes sagas en lien avec la fantasy, et je n'avais jamais entendu parler de Brandon Sanderson pour ma part. Voilà, oui. Je plaide coupable. Oui. Voilà. Bon. Mais il n'est pas aussi connu que ça en France, donc je te jette pas la pierre. Ok, bon, ça va. Et en tout cas, je m'y suis mis donc fin 2022, je crois, courant 2022, fin 2022, et j'ai eu au début un peu de mal. Je dois avouer que ça a été un peu aride pour moi au départ, parce que un système de magie un peu qui est d'une complexité qui finalement me changeait de mes fantaisies jeunesse auxquelles j'étais habitué jusqu'à présent. Et il faut dire que dans l'Assassin Royal aussi, si vous l'avez lu, le système de magie n'est pas si compliqué à comprendre que ça. Bref, en tout cas, ce qui m'a happé dans cette histoire, ce sont les personnages qui m'ont amené à comprendre mieux tout l'univers à travers eux et à travers le développement de leurs capacités magiques. Et donc, grâce à tout ça, j'ai mis de la matière vraiment dans mon imaginaire, et je me suis éclaté, in fine. Donc voilà un peu le contexte de la lecture. Bon, j'espère que ça vous donne envie en tout cas. Et donc si je suis bien ton déroulé, on va rentrer maintenant un petit peu dans la discussion sans spoiler. Exactement. Ok. Bravo. Bon, on va essayer de faire de notre mieux. Déjà pour commencer, pour dire ce qu'on a pensé chacun de manière globale du livre. Je vais commencer du coup. Moi j'ai beaucoup aimé. On rentre un peu dans ce qui fait du Sanderson. C'est un système de magie très comment le décrire, précis, presque scientifique, et au départ ça peut en effet dérouter. Moi au contraire ça m'a vraiment passionné. J'ai une grande imagination, et avoir du mal à me représenter de l'imaginaire, ça
c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et du coup, j'ai voulu le comprendre à tout prix, et c'était vraiment presque un jeu avec moi-même. Et de manière plus générale, l'histoire est vraiment bien. Elle est en soi un peu classique, on rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais les personnages sont vraiment géniaux, on s'y attache très très vite. Donc moi, c'est vrai que le personnage principal, j'ai adoré, Vin. J'ai adoré son mentor, ses 2 mentors même, pour en débattre. J'ai peut-être trouvé le méchant un peu absent. C'est une forme d'ombre qu'on a sur le récit du début à la fin, mais qui a du mal à réellement percer. Et lorsque peut-être il arrive dans l'histoire, il n'a pas la prestance ou le poids que l'on pourrait attendre du build-up qu'il y a pu y avoir depuis le début du livre. C'est une histoire aussi éminemment politique, et vous le verrez, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, de manière vraiment très générale, c'est un très bon premier tome de trilogie, un très bon roman de fantasy. Le schéma narratif est certes simple, mais très efficace, et les personnages, ce qui est très important, voire le plus important dans une histoire, sont vraiment géniaux. Donc moi, bien sûr, je recommanderais toujours 1000 fois à ceux qui aiment l'imaginaire, à ceux qui aiment la fantasy, de au moins essayer Brandon Sanderson, certes, mais surtout d'au moins essayer Fils des Brumes. Ok. Et est-ce que tu lui donnerais une note particulière Alors, du coup, c'est vrai que j'ai oublié de le dire lors de ma présentation. J'ai déjà donné une note à Fils des Brumes dans le cadre de ma page Instagram. Donc, pour ceux qui seraient intéressés par mes lectures et mes conseils, j'ai une petite page où je parle de mes lectures. Et Fils des Brumes a été l'une des premières photos, l'une des premières critiques que j'ai faites. Et je lui avais donné la note à l'époque de 8,5. Et en y réfléchissant bien, je ne la change pas. Ok, très intéressant. 8,5 sur 10, je précise. Ouais. Pas sur 20, ni sur 5, ni sur 200. Ouais, je crois qu'on a compris. Ni sur 1000. Alors, pour ma part, si je dois parler un peu de cet univers, je parlerai d'un dépaysement. Je parlerai vraiment d'un lieu où j'ai ressenti et une chape de plomb se poser sur moi, avec cette notion de brume qui sont là, qui sont omniprésentes et qui font peur à une bonne partie de la population, qui cachent des secrets. Et tout ça a un peu attisé ma curiosité. À côté de ça, on a des populations qui sont soumises à l'esclavage. Et ça, c'est quelque chose aussi auquel je n'ai pas vraiment l'habitude d'assister dans des lectures. Et la violence parfois qu'on peut constater dans cet univers, dans la politique, dans les forces de police, ou ce qui peut s'y apparenter, eh bien, tout ça rend un ensemble très, en même temps onirique, dystopique. Pourtant, c'est pas du tout une dystopie, mais ça véhicule quelque chose d'assez lourd, en fait, une ambiance assez lourde, assez qui génère de la peur, qui génère. Et donc tout ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. J'ai trouvé ça vachement original. Et après, quand on a le développement de personnages que tu vois tourmentés, en fait, que l'on suit tout au long de l'histoire, ben ça a attisé une curiosité qui a fait que je me suis accroché. En fait, je me suis accroché un peu à tout ça, à toutes ces histoires, à toutes ces relations qui apportent comme un élan de lumière, en fait, un élan de réconfort. Qui m'a fait du bien de ressentir, en fait. Les moments passés en intérieur, d'ailleurs, sont hyper intéressants parce que on retrouve... Alors, bon, ça dépend des intérieurs, mais en général, on retrouve une ambiance un peu plus rassurante. Quand bien même, en fait, on se rend compte que dans cet univers, c'est difficile de rester caché. Il y a tout un enjeu derrière ça. Et donc voilà, on est suspendu. Moi, en tout cas, j'étais suspendu par les différentes intrigues, les différents moments où il y a des retournements de situation, où on apprend des nouvelles choses, où il y a des jeux politiques, des jeux d'influence, des jeux entre la noblesse, entre les dirigeants, entre les rebelles, entre... Voilà, des choses qui sont très intéressantes. Et moi, si je devais lui donner une note... Alors en fait, j'ai fait mes petits calculs. Et donc, en écriture, je lui ai mis 3,5 sur 5. Pour les émotions générées, 4,5 sur 5. Pour le message, 4,5 sur 5. L'histoire, 4 sur 5. Et les personnages, 4,5 sur 5. Ce qui nous donne une note arrondie à 10 à
8,5 sur 10. Donc finalement, pourquoi m'être cassé les pieds à faire tout ce détail quand j'ai la même note que toi? Oui, moi je suis vraiment sur comment on pourrait dire ça? Du ressenti. Oh, c'est beau. Voilà, C'est du beau. ressenti. Donc en tout cas, moi pour le coup, je l'avais noté un peu plus haut la première fois. Et là, j'ai un petit peu réduit parce que je l'ai relu dans le cadre de cette vidéo. Et donc maintenant que j'ai une bibliothèque de lecture de fantasy et donc un œil un peu plus aiguisé, j'ai rabaissé un petit peu sa note. Mais Ouais. voilà. Ce que je peux comprendre. Bah maintenant, je vous propose qu'on passe à la partie spoiler. La partie spoil. Donc ceux qui n'ont pas lu le livre, soit ça vous ennuie pas de rester, soit, eh bien, je vous remercie pour avoir déjà regardé jusqu'à présent. Et En puis, effet. ça vous aura donné envie de lire, on l'espère. Ok, très bien. Moi, j'ai adoré suivre vraiment du début du récit à la fin l'évolution de Vin, son évolution vraiment dans la maîtrise de ses pouvoirs. Et on voit vraiment une différence entre le début où elle est un petit peu perdue, maladroite, et à la fin où elle est vraiment pas encore une experte, pas au mieux de ce qu'elle sera dans la trilogie, mais qu'elle commence à s'en rapprocher. Et où elle devient un véritable danger pour les personnes qui s'opposent à elle. De manière générale, j'ai trouvé la fin plutôt bien, si on prend du recul. Mais en tant que lecteur, j'avais peut-être été un petit peu déçu par la toute fin et un petit peu perdu. Pourquoi ? J'avais pas très bien compris ce qui s'était réellement passé avec le Seigneur Maître. Parce que donc à la fin, Vin va triompher du tyran, du Seigneur Maître, en découvrant le secret de son très très grand pouvoir et de son immortalité. Et elle va réussir à le vaincre sans qu'on arrive forcément à bien cerner la mécanique qui explique cette victoire-là. Donc moi, c'est vrai que sur ma première lecture, ça avait pu un petit peu me gêner. À la relecture et en connaissant beaucoup mieux les univers de Brandon Sanderson, ça m'a beaucoup moins posé problème. Mais sur ma première lecture, un petit peu. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi toute la partie un peu révolution, toute la partie politique, toute la nuance qu'a pu apporter l'auteur dans les différents archétypes qu'on va retrouver dans le récit. C'est-à-dire le résistant, l'esclave, le noble. On va avoir de la nuance, c'est-à-dire que chaque personnage va tout d'abord sembler rentrer de manière assez monolithique dans une case pour finalement, au fil du récit, montrer différentes parts de sa personnalité et beaucoup de personnages vont revenir représenter ça. Je trouve par exemple que Vin est un parfait exemple de l'esclave d'origine qui va s'ouvrir au monde et accepter l'autre, qu'il soit noble ou non. Tandis que Elend, ça va être un peu le chemin inverse, c'est-à-dire le noble de naissance qui a une curiosité naturelle envers le reste de la population, envers les Ska. Et cette curiosité d'Elend, cette bonté naturelle envers l'autre, peu importe sa classe sociale, sa caste, est très intéressante. Et au contraire, on va avoir des révolutionnaires qui ont une cause bonne, mais sont prêts à faire des actes affreux. Et de l'autre côté, des nobles qui appartiennent à une caste oppressive, mais qui, en leur sein, vont avoir des personnes qui sont fondamentalement bonnes. Ouais, donc voilà, moi je trouve qu'on a un récit très riche. J'aime bien l'histoire aussi d'amour entre Vin et Elend, je l'avoue. Je suis pas un grand fan des histoires d'amour, mais celle-ci me plaît tout particulièrement. Ouais. Donc voilà, moi c'est toujours un plaisir de le relire, que ce soit en anglais, en espagnol ou en français. Et je suis un très très grand fan de nombreux personnages, parce que je n'ai pas parlé de Kelsier dans le détail, mais on pourra peut-être aussi, ni de Saced. Donc c'est vrai que c'est un très bon roman, et je l'ai déjà dit 20 fois, mais je le conseille. Ok, moi j'ai beaucoup aimé le développement des personnages de la bande de Kelsier. J'adore à quel point chacun de ces personnages fait se développer le monde, fait se développer les autres personnages. C'est des vrais catalyseurs en fait de l'évolution des personnages. Ensuite, on a vraiment, comme tu l'évoquais, la nuance que je trouve hyper intéressante au sein de la noblesse. Par exemple, si je reprends un exemple par rapport à ce que tu disais sur la noblesse et l'aristocratie, au départ, on apprend que des nobles abusent de certaines femmes, Ska, et ensuite les tuent pour éviter d'avoir des descendances nobles et potentiellement à l'homme ancienne.
Et puis, petit à petit, une nuance est apportée. On apprend que finalement, ce ne serait qu'un tiers de cette noblesse-là qui aurait ce genre d'acte. Donc, en fait, petit à petit, et à travers l'évolution de Vin, on apprend la nuance. Et je trouve ça hyper intéressant. Ça va un peu à l'encontre des conceptions un peu manichéennes qu'on pourrait penser dans un univers comme celui-ci. C'est ce qui rend aussi le roman, je trouve, plus adulte. Et même la romance, je trouve, entre Hélène et Vin, elle est bien amenée, et elle est amenée dans une quête de résilience, on va dire, de Vin. Et elle n'est pas amenée juste pour créer une amourette dans l'histoire. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc tout sert en fait à l'évolution des personnages. Tout ce qui se passe sert à l'évolution des personnages. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Et enfin, je trouve que on a des évocations de la religion, on a des évocations de la politique, on a des évocations de la magie, on a des évocations de la psyché humaine, on a des évocations très diversifiées et des réflexions qui nous viennent en tant que lecteur quand on lit ça. Et je trouve que ça rend le roman assez riche, en fait, dans plein de propos. Et in fine, malgré ce que je disais au début, sur ma difficulté de comprendre un peu certaines choses en lien avec la magie et tout, parce que c'est un peu plus compliqué que d'autres œuvres, eh bien, c'est un système extrêmement satisfaisant, je trouve, une fois qu'on le comprend. Tout à fait. Et qui laisse avoir aussi à beaucoup d'applications qui sont non dites, en fait, et qui sont laissées au lecteur à imaginer et à comprendre de lui-même. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Non, je suis assez d'accord avec toi. Une fois qu'on arrive vraiment à bien comprendre l'essence du système de magie, qu'on s'est habitué au vocabulaire aussi, qui peut parfois être pas forcément complexe, mais comme il y a beaucoup d'applications à la magie dans cet univers, il faut toujours bien avoir en tête quel type de méthode donne quel type de pouvoir. D'ailleurs, on pourra parler un peu plus en détail des pouvoirs tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est une fois que par contre on commence à maîtriser un peu cet algorithme que l'auteur a distillé dans le livre, et que lorsqu'on sait que tel personnage prend ingurgite tel métal, ouais. Il va pouvoir utiliser ses pouvoirs de telle manière, c'est vraiment satisfaisant. Et puis ça fait vraiment des scènes de combat assez incroyables, il faut le dire aussi. La diversité des scènes d'action, la diversité des applications que l'on peut faire à ce système de magie, et en grande partie ce qui fait aussi la petite saveur du roman, même si, attention, c'est vrai que c'est un roman où il y a beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues, où l'action a une part importante, mais n'est pas l'unique saveur du livre, je trouve. Bon, maintenant, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur le non-spoil et sur le spoil. Donc, peut-être qu'on pourrait passer à la partie suivante, si tu es d'accord, Thomas. Bien sûr. Donc, la partie un petit peu qui t'est dédiée et que moi, je me ravis d'entendre et d'essayer de voir avec toi. J'aimerais bien discuter avec toi de 3 aspects notamment. Okay. La première, c'est une partie un peu de narration. Ouais. On a déjà commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais je rentrerai un petit peu plus en détail. Une seconde partie sur le système de magie, qui sera peut-être un peu plus technique. Et enfin, une partie sur l'aspect un peu plus socio-politique du monde et de l'univers, que je trouve, moi, vraiment passionnante et intéressante. Okay. Même si, bon, pour ceux qui ont lu, bien entendu, toute la trilogie, vous le savez, c'est plutôt le tome 2 où on rentre vraiment dans le dur de ce qui fait la politique de l'univers. Mais on a déjà des éléments très, très intéressants dans ce tome-là. Le tome 2. Oui, il est vraiment très bien. Et ceux qui disent que c'est le moins bon, vous avez tort. Du coup, premier point, la narration. En résumé, on a une narration assez classique qu'on regarde aux premiers abords. L'histoire. On a en effet une orpheline qui va se découvrir des pouvoirs extraordinaires, qui va avoir un mentor qui va l'aider à les maîtriser, et qui à la fin va triompher du grand méchant. Jusque-là, on a un schéma narratif vraiment très classique. Mais quand on regarde un petit peu plus dans la profondeur ce qui fait l'essence de Fils des Brumes, on se rend compte qu'il y a une vraie originalité. Cette originalité, elle est notamment sur le constat de base. C'est-à-dire que Brandon Sanderson, il avait envie de faire un livre où le méchant a gagné. Pas à la fin du livre, mais au début. C'est en effet le Seigneur Maître, le tyran de ce monde, a gagné finalement contre l'élu, a gagné contre le héros, il y a de cela 1000 ans. Et ce faisant, on rentre dans un univers qui est gouverné par le méchant. Imaginez-vous Harry Potter si, au début du premier tome,
Voldemort était ministre de la magie. C'est vrai que c'est original ça. C'est un peu le concept. Donc c'est vrai que ça en fait vraiment une originalité forte. C'est pas un seigneur des ténèbres qui est en train d'émerger, qui menace un monde idéal et stable. C'est le contraire. C'est le seigneur des ténèbres qui a gagné et qui est là, et l'histoire commence à ce moment-là. Donc ça rajoute aussi un aspect un peu sombre au roman qui, moi, n'est pas pour me déplaire. Donc c'est la première originalité. La deuxième originalité, c'est qu'on va avoir une narration qui va mélanger différents genres. Bien sûr, on a la fantaisie, on l'a parlé depuis le départ, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pioché ce livre à l'origine, c'est qu'on aime la fantaisie, on a envie d'avoir une histoire de fantaisie. Et on en a une. Mais ce que l'on a également avec ce roman, c'est un roman presque de fiction historique, un roman qui va emprunter au code des histoires de braquage. On va avoir un roman qui va aussi avoir un aspect très révolution, et même romance par moment. Donc on a un roman qui est au croisement, au carrefour de différents genres, avec toujours au-dessus pour le chapeauter la fantaisie. Mais c'est quelque chose de très intéressant et que au début des années 2000, on ne retrouvait pas encore forcément. Et Brandon Sanderson, qui est, on va dire, un des maîtres qui a lancé la fantaisie un peu moderne, va vraiment développer ce concept-là de la fantaisie qui va emprunter à d'autres genres. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on va retrouver aujourd'hui dans quasiment tous les romans de fantaisie qui sortent. C'est quasi automatique. On n'a plus un seul roman de fantaisie qui est juste un roman de fantaisie avec un décor de fantaisie à la Seigneur des Anneaux. On va avoir à chaque fois tout un monde qui va venir emprunter à différents genres, et c'est ce qui fait, selon moi, l'attrait de la fantasy, de la science-fiction, c'est cette capacité à mélanger les expériences, les genres, les types de narration. Ouais. Donc voici pour la partie narration. Est-ce que toi, c'était quelque chose que tu avais vu, pensé, lorsque tu avais pu lire Fils des Brumes ? Non, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Je m'étais pas posé la question, tout simplement. Tu vois, donc mais c'est vrai que c'est original, et ça, moi c'était quelque chose d'assez nouveau pour moi d'aller dans un univers comme ça, et donc d'avoir des sous-genres un peu différents, des croisements effectivement avec la romance, des croisements avec les cambriolages, enfin voilà, un peu tout ça, c'est intéressant, des choses auxquelles j'avais vraiment pas pensé. Sur la partie cambriolage, je sais pas si tu as pu voir certains films, mais type Ocean's 11 par exemple, où on va avoir justement comme pour la bande à Kelsier, dans le groupe des cambrioleurs, chaque personne va avoir un rôle en particulier, va avoir un attribut, va avoir un objectif dans la mise en œuvre du casse, et c'est exactement ce que l'on va retrouver avec Kelsier et tous les membres de sa bande. On va même aller jusqu'à des tableaux où ils ont écrit des plans, des choses, enfin, ça va jusque-là. Donc il y a une vraie inspiration de Brandon Sanderson par rapport au genre, en effet, du braquage, et c'est moi quelque chose que je trouve vraiment très fun et très sympa dans ce livre. Ouais, c'est vrai que plus là tu m'en parles, plus ça me fait dire qu'en fait j'aime beaucoup cette dimension-là, parce que ça rajoute un côté fun en fait à l'histoire. C'est vrai qu'on a sur une histoire, comme vous le savez, très noire, mine de rien, très peu drôle. C'est une histoire quand même d'esclavage qui se rebelle, enfin d'esclavage et d'esclaves du coup qui se rebellent. Mais la partie braquage et les interactions entre les membres de la bande, c'est ce qui va amener un petit peu de légèreté, un petit peu d'humour. Passons, si tu es d'accord, sur la partie maintenant un peu world building et système de magie. Ok. Donc pardonnez-moi les anglicismes, mais c'est vrai sur la théorisation un peu des systèmes de magie, on le doit à Brandon Sanderson surtout, qui a théorisé finalement deux types de systèmes. Un hard magic system, donc qu'on pourrait traduire comme un système de magie un peu dur, et un soft magic system, donc un système de magie léger. Pour le premier, donc le Hard Magic System, c'est ce qu'on va retrouver dans la quasi-totalité de ses romans. C'est ce qui a même fait au départ un petit peu le sel de Sanderson. Lorsqu'on prend un de ses livres, on s'attend à y trouver un système de magie extrêmement détaillé, extrêmement précis, parce que c'est ce que sont les Hard Magic Systems. Ce sont des systèmes de magie qui vont se baser sur des règles presque scientifiques pour expliquer comment la magie fonctionne dans l'univers. Et il y a une notion très importante dans les Hard Magic Systems, c'est celle des limites de la magie. Pour que la magie soit intéressante, pertinente, pour qu'elle ait de la valeur au récit, et qu'elle ne soit pas juste un Deus Ex Machina,
il faut qu'elle ait des limites. Il faut que la personne qui utilise la magie puisse potentiellement ne plus avoir accès à cette magie si elle ne respecte pas les règles. Ouais. Dans le cadre du coup des Fils des Brumes, c'est tout simplement l'ingurgitation de métaux, le fait de brûler ces métaux ensuite. Lorsque on a brûlé l'entièreté de ce qu'on a ingurgité, il faut reboire pour avoir accès à ses pouvoirs. Ouais. Donc un personnage qui oublie finalement sa ceinture avec ses fioles pourrait se retrouver au milieu de l'action en n'ayant plus accès à ses pouvoirs. Ouais. Pareillement, on le voit notamment à un moment où Vin se bat contre une autre fille des brumes. Elle sait qu'elle a beaucoup moins d'atium à brûler que son adversaire. Ouais. Et elle sait que son adversaire, du coup, stratégiquement, est juste en train d'attendre que Vin arrive à court d'atium pour avoir le dessus et la tuer. Mais ça, c'est un hard magic system. C'est un système de magie qui a des conséquences directes sur la manière dont réfléchit le personnage, sur les actions des personnages, et aussi sur ce qui va advenir dans le récit. Ça ne veut pas dire dans les systèmes de magie soft, léger, ce n'est pas le cas aussi, c'est juste que ce n'est plus expliqué. Pour prendre un exemple un peu simple de soft magic system, c'est Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Il se trimballe avec un grand bâton, très beau d'ailleurs, et il l'agite, il se passe des choses merveilleuses. Mais le comment du pourquoi, il n'est pas expliqué. Ouais. On ne sait pas d'où vient cette magie, on ne sait pas à quel point il est puissant, on ne sait pas ce qu'il peut réellement faire et ne pas faire. C'est l'opposé de ce qu'on a aujourd'hui dans Fils des Brumes. Et du coup, le soft magic system donc, inclut que ce soit le non expliqué mais potentiellement complexe et le je fais des proutes et c'est magique, ou juste je fais des proutes et c'est magique. Le fameux ta gueule c'est magique. En effet, c'est un peu le type de récit que l'on avait de manière traditionnelle dans la fantasy. Lorsqu'on lit par exemple Terre et Mer, c'est à peu près ça. C'est le sorcier de Terre-Mer. Ouais, exactement, d'Ursula Le Guin. On a en effet un personnage qui est très fort en magie et il fait des choses. Mais pourquoi, comment, jusqu'où il peut aller, on ne le sait pas réellement. Mais ça peut quand même exister cette complexité. Ou alors non. Il peut y avoir de la complexité dans un système de magie léger. C'est juste qu'on ne la comprend pas. Ok. Il peut y avoir toute une mythologie autour, il peut y avoir plein d'éléments hyper intéressants. Je ne dis pas du tout qu'un système de magie léger est un mauvais système de magie, au contraire. Il y a plein de romans ou d'œuvres de fiction que j'adore avec des systèmes de magie soft. C'est juste que Brandon Sanderson va venir lui prendre le contre-pied de ça. Il veut tout expliquer. Il veut qu'en fait, le système de magie, ce soit vraiment un outil presque scientifique qu'utilisent ces personnages, que ce soit les gentils ou les méchants. Dans Mistborn, c'est l'allomancie, c'est la férochimie, et il va nous expliquer dans le récit comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, il le fait, petit aparté, on va dire presque narrative, il le fait de manière très intéressante et organique. Il ne va pas nous donner un cours sur comment marche son système de magie, il va nous le montrer par l'action. Dans le cadre de l'allomancie, c'est, on va dire, des cours, en effet, un petit peu. Ces cours-là, c'est tout simplement Kelsier qui est en train de former Vin. Pour la férochimie, il prend le contre-pied, c'est-à-dire on le constate sur le terrain, le lecteur ne comprend pas ce qui se passe, il voit juste un personnage faire des choses inexpliquées. Puis ensuite, on va avoir Saced qui va venir expliquer à Vin comment il a pu réaliser ces miracles. Donc dans tous les cas, tout système de magie qu'on va retrouver dans Fils des Brumes va être expliqué, détaillé, et va donc pouvoir avoir un rôle vraiment organique dans le déroulé de l'histoire et ne pas être juste un artefact sorti au dernier moment pour améliorer l'histoire. Ouais. Ok. Donc voilà. Ok, super intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Pour la dernière partie, sur celle plutôt politique, la base du régime un petit peu de Fils des Brumes, c'est ce tyran, c'est ce dictateur, c'est ce personnage tout puissant, dans tous les sens du terme, qui est à la fois une figure religieuse, déitique et politique. Parce qu'en effet, son immortalité, le fait qu'il règne depuis plus de 1000 ans, a fait de lui, au travers des âges, une figure divine. Une figure qui ne peut pas être renversée.
une figure qui sera intemporelle, qui sera là jusqu'à la fin des temps, comme son régime, comme le fonctionnement de la société. Donc les esclaves resteront esclaves, les nobles resteront nobles, leur ambition toujours réfrénée par la surpuissance de ce tyran, en effet, qui est au sommet de la pyramide. Comment ce tyran, du coup, à lui seul réussit finalement à encadrer et faire fonctionner sa société, qui fonctionne un peu en duopole avec, d'un côté, les esclaves, les skas qui sont majoritaires, et de l'autre côté, les nobles, l'aristocratie. Il s'appuie en fait tout simplement sur un gouvernement très autoritaire de fonctionnaires et de religieux. Il va avoir d'un côté l'Inquisition et de l'autre côté les obligateurs. Les obligateurs, ce sont vraiment les fonctionnaires de cet univers. Ce sont eux qui font fonctionner la machine étatique, qui font fonctionner l'économie aussi, et qui ont une mainmise sur tout ce qui va être culturel. Et aussi interrelationnel entre les nobles. Ouais. Parce que dans cet univers-là, attention, les nobles peuvent être considérés en effet comme la classe dirigeante d'apparat. Ce sont eux ils ont leurs propres armées parfois, ils ont la propriété, ils ont des esclaves, mais en réalité, les vrais gouvernants de ce monde-là sont en effet seigneur maître et son gouvernement, son ministère de l'acier. Parce que ces obligateurs, ces fonctionnaires, vont aller jusqu'à autoriser les mariages entre nobles. Les nobles ne peuvent pas librement se marier entre eux, ils doivent être autorisés par un obligateur, un fonctionnaire. C'est la même chose pour tout contrat ou tout traité commercial. Tout contrat économique doit d'abord être validé par l'administration. Donc c'est assez intéressant parce qu'on va retrouver du coup un régime moyenâgeux et très autoritaire de type classique, avec un culte de la personnalité de cette divinité qui nous gouverne, très Louis XIV, mais ce pouvoir-là, il est vraiment entre les mains de l'administration qui, au quotidien, rend possible finalement cette manière de gouverner. Donc c'est quelque chose de très intéressant. L'autre partie du récit, c'est comment finalement on va réussir à bousculer l'ordre établi, comment on va faire chuter ce régime immortel. Et c'est ça qui est intéressant politiquement. Politiquement, il y a deux manières de faire s'effondrer un régime. La manière douce, démocratique, c'est le passage de la 4e République à la 5e République, même si, en fond, on a quand même la guerre d'Algérie qui est une 4e République qui n'arrive plus à trouver les solutions. Mais c'est un passage de flambeau, on va dire, plus ou moins démocratique, et qui se fait dans la douceur sans que du sang soit versé au niveau national. Sur la partie... Et après, du coup, la deuxième solution, pour changer de régime, c'est de le renverser. C'est s'il y a un conflit entre deux ou plusieurs parties. Et la guerre civile est souvent ce qui permet un changement de régime, ou la guerre contre un ennemi extérieur. Ok. Ici, du coup, c'est l'option que choisissent nos protagonistes, c'est de créer une forme de guerre civile, de créer cette guerre civile qui va permettre d'avoir les conditions pour changer de régime et pour renverser le seigneur maître. Pour cela, il faut qu'ils arrivent à la fois à créer une guerre civile au sein des maisons nobles et à prouver aux esclaves qu'ils peuvent aussi, eux, se lever contre leur maître. Ce qui est très intéressant, et je vais plutôt aller sur cet aspect-là, parce que je trouve que c'est très bien traité dans le livre, c'est la déshumanisation des deux clans par les protagonistes des deux clans. C'est que d'un côté, on va avoir en effet, bien sûr, les nobles, les maîtres terriens, qui vont déshumaniser dès les premières pages du livre les skas, les esclaves, en les considérant moins bien presque des animaux. Oui. Et c'est quelque chose d'assez affreux et récurrent dans le livre. On va par exemple voir à un moment un jeune enfant ska qui va se faire égorger juste parce qu'il a osé mendier devant un noble. Et c'est une scène qui est affreuse. Donc les skas sont constamment rabaissés par la caste des nobles. Et c'est ce qui alimente aussi la haine de nos protagonistes envers les dits nobles et leur volonté aussi de tout faire péter, si je devais résumer. De l'autre côté, on a les nobles, du coup ces révolutionnaires qui, eux aussi, vont déshumaniser
par effet rebond les nobles. Et là, j'aimerais, si tu es d'accord, te lire un petit passage que je trouve assez frappant sur ce sujet. C'est donc Dockson qui parle avec Vin. Vin commence à ressentir un peu des sentiments amoureux pour un noble, parce que Vin participe, comme vous le savez, à des bals et a rencontré le fabuleux personnage qu'est Elend. Et Dockson va essayer de la prévenir en donnant une description des nobles qui est assez parlante. Je vous laisse écouter. « Les nobles sont différents, Vin, répondit Dockson d'une voix sévère. Ce sont d'horribles créatures. Pourquoi crois-tu que je ne me plaigne pas quand Kelsier les tue ? Pourquoi crois-tu que je collabore avec lui pour renverser leur gouvernement ? Tu devrais demander à ces jolis garçons avec qui tu danses combien de fois ils ont couché avec une femme Ska, dont ils savaient qu'elle serait tuée peu de temps après. Ils l'ont tous fait, à un moment ou à un autre. On ne peut pas les racheter, Vin, dit Dockson. Et du coup, c'est exactement ce que je te disais, c'est que même les personnages qui servent le camp du bien, en fait, ils vont considérer les nobles comme un groupe uniforme et ce faisant, vont les déshumaniser. Parce que certains, en effet, font des actes affreux et très répréhensibles. Ils vont les considérer comme un tout, mais parce que ça aide aussi leur narratif, ça aide leur argumentaire. Et comme eux-mêmes se considèrent comme profondément humains, ils ne peuvent pas accepter que les actions de violence extrême que réalise par exemple Kelsier, tout au long du récit, va tuer du noble. Et ne va pas avoir la moindre once de regret, parce que lui-même ne les considère pas comme d'autres êtres humains. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce roman, c'est que finalement, la solution va venir des personnages qui ont une vision plus nuancée. D'un côté, on va avoir Elend, qui est un noble, mais qui, contrairement à tous les autres nobles, enfin, tous les autres, moi aussi je fais des généralités finalement, mais que contrairement aux autres nobles qu'on nous montre, va considérer les Ska comme des personnes à part entière, comme des citoyens qui ont justement le droit à avoir des droits. Ouais. Et c'est quelque chose qui va, je pense, beaucoup toucher Vin et qui va lui prouver à elle aussi, qui est Ska d'origine, que tous les nobles ne sont pas mauvais et que tous les nobles ne doivent pas être passés au couteau de Kelsier. Et c'est finalement de Vin et du mariage un peu de ces deux mondes, de Vin et de Elend, qu'on va avoir la solution finale et qui va permettre de renverser, si je puis dire, notre régime autoritaire et renverser le Seigneur Maître. Donc moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le roman, c'est que la solution en partie vient de la pensée extrême des révolutionnaires, mais ce qui permet réellement de faire le changement, c'est surtout l'alliance entre ces deux mondes nuancés. Bah, c'est comme si le constat a été fait par des personnes qui avaient des idées vraiment hyper arrêtées, et après l'implémentation, en fait, dans les faits, ça doit passer par... Dans tous les cas, les grands fans de révolution et de guerre civile, Brandon Sanderson lui-même a indiqué s'être beaucoup inspiré de la Révolution française. À noter que, comme je l'ai indiqué, une guerre civile est ce qu'il y a de plus simple ce qu'il y a de plus sanglant, mais qui est le plus efficace pour entraîner un changement de régime, parce qu'il affaiblit durablement le régime actuel. Ça peut être à la fois très positif, comme on pourrait le juger ici, et parfois ça peut être un peu plus négatif. On a notamment l'exemple espagnol en 1936 avec la guerre civile, où ce sont les forces progressistes qui sont au pouvoir et vont finalement perdre, et permettre l'arrivée au pouvoir de Franco, qui sera donc un dictateur fasciste, qui gouvernera pendant plusieurs décennies jusqu'à sa mort dans les années 70. Donc à avoir en tête, c'est que ici, de manière générale, et à raison, les révolutionnaires sont quand même décrits comme une force positive, une force du bien, et qui permet du coup un changement positif. Mais derrière une révolution, derrière une guerre civile, ça peut être aussi à double tranchant, avec parfois des forces plus négatives qui peuvent émerger. Et ça sera d'ailleurs tout l'enjeu du second tome, où maintenant que le régime a été renversé, maintenant que le Seigneur Maître n'est plus, qu'il y a tout à construire, quel monde justement nos protagonistes vont réussir à créer, et les difficultés que cela peut représenter de ne pas tomber dans les mêmes travers que ceux qu'il y avait auparavant.
Ok, j'aime beaucoup ce parallèle que tu fais entre Hélène Devine, qui finalement se retrouvent en fait par leur nuance, mais d'un côté et de l'autre du spectre, et se rencontrent au milieu, et je trouve ça presque romantique en fait. C'est, je trouve, ce qui fait que leur relation amoureuse fonctionne et qu'on y croit aussi. C'est tout ce background un peu social et politique. Donc bravo monsieur Sanderson pour ce premier tome. Ça coche toutes les cases de la narration, du world building et même politique. Ok, merci beaucoup. Merci. Maintenant, je vais avoir la lourde tâche et responsabilité de passer à l'analyse un petit peu plus des relations et des personnages. Donc, allons-y, si tu es d'accord. Avec grand plaisir, il me tarde de voir tout ce que tu as à dire. Je vais commencer, moi, cette nouvelle partie en vous parlant de Kelsier. Ouh. Alors, Kelsier, qu'est-ce qu'on peut dire sur Kelsier ? Kelsier est un héros tragique. Et je pèse mes mots dans le tragique. Mais on va commencer pour le héros. Comment arrive-t-il à être un héros ? En fait, c'est parce qu'il véhicule une vision énorme, qui est celle de renverser l'Empire ultime. Vaste tâche, monumentale même, un empire qui se considère comme étant irrenversable, complètement intouchable. Et on se demande, enfin moi en tout cas je me suis demandé comment il faisait, qu'est-ce qui le différenciait, qu'est-ce qui lui permettait en fait d'avoir cette vision, de garder cette vision et d'aller au bout de cette vision. Et ben en fait j'ai identifié 3 éléments dans sa personnalité qui permettent d'aller vers ça. La première chose, c'est que c'est quelqu'un en colère, particulièrement en colère, et sa colère c'est pas une simple colère qu'il utilise et qui juste pour être pas content. Il la transforme en détermination. Parce que la colère, c'est une émotion très intéressante. Elle peut se transformer en quelque chose d'utile. Là, la détermination, c'est quelque chose d'utile à Kelsier. Une détermination froide qui lui permet de se relever après tous les revers qu'il peut traverser, en fait. Les revers, on pense par exemple à la destruction d'une partie de l'armée de Ska. Ouais. Je crois que c'est après qu'elle ait décimé la garnison de Valroux. Donc, plusieurs milliers de ces soldats se font marcher dessus et ils continuent. Ils continuent à avancer malgré ces revers, malgré les difficultés et les imprévus. Et ça, c'est grâce à cette colère. Ensuite, il a un deuxième élément qui est l'amour. L'amour qu'il tient pour sa défunte femme, qui est Mar, je dis Mar ou Marée, Mar. Je dis Mar, dans ma tête. Ok. Du coup, il a un amour très fort pour Mar, et c'est cet amour qui lui permet d'identifier la cause pour laquelle il se bat comme une cause juste, et donc lui permet de garder bonne conscience par rapport aux atrocités qu'il peut être amené à faire. Pour moi, par exemple, le fait de tuer des gens, le fait de laisser mourir des gens aussi, pourrait complètement le détruire et le briser. Et pour autant, il arrive à se relever, et là, c'est plus la colère qui le fait se relever, c'est vraiment cette conviction intérieure qu'il est en train de faire une chose juste, de faire une chose bonne. Et donc, on a vraiment la notion de la fin justifie les moyens. Là, la fin, c'est d'accomplir, et ça, c'est un point hyper important, c'est accomplir le rêve de Mar. Le rêve de Mar qui était de pouvoir revoir des plantes vertes, de pouvoir revoir des fleurs de toutes les couleurs, pouvoir revoir un ciel bleu. Et ça, pour ça, il faut passer par le renversement de l'Empire ultime. Et il s'approprie ce rêve-là par son amour qu'il tient toujours à Mar pour le motiver à aller véhiculer cette vision qu'il véhicule à tout bout de champ. Le troisième atout qu'il a, c'est bien sûr ses capacités. Et capacités, je parle de sa magie, mais je parle aussi de ses capacités intellectuelles et émotionnelles. Parce que Kelsier est vraiment quelqu'un d'hyper intelligent. Parce que tu en parlais tout à l'heure avec les parallèles avec les braqueurs, Ocean's Eleven et tout ça. En fait, on se rend pas compte à quel point c'est pas facile de dresser un plan détaillé avec des objectifs hyper fins. C'est un planificateur un petit peu. Oui, clairement. Il arrive à faire ça et arrive à rendre du coup des objectifs inatteignables en une succession de petits objectifs atteignables. Ce qui rend la confiance à son équipe et ce qui lui permet en fait d'aller de l'avant. Donc ça, c'est signe d'une grande intelligence. Une autre intelligence qu'il a, c'est son intelligence émotionnelle.
sa manière de décrypter les intentions, par exemple, ou de son équipe. C'est grâce à ça qu'il arrive à les motiver. Prenons l'exemple de Breeze, par exemple. Il arrive à motiver Breeze dans son plan parce qu'il sait que Breeze va être friand du défi, le défi de renverser l'empereur ultime, de renverser l'empire ultime, quelque chose qui n'a jamais été fait. Et Breeze, c'est pas les ambitions altruistes qui le touchent, c'est ça, c'est ce défi. Et Kelsier sait le toucher. Il sait vraiment, en effet, quoi dire, à quel moment et à quelle personne. Oui. Et il a un vrai talent pour ça, il arrive à maintenir un peu son équipe unie tout du long. Même clairement. Après la mort. Ouais, on va y revenir, mais effectivement, voilà, donc il y a vraiment ça, et enfin il y a ses capacités allomantiques qui le rendent très fort, et qui participent à cette Confiance en soi. Cette confiance en soi. Voilà. Très intéressant. Vraiment très intéressant. Kelsier est un personnage d'une complexité assez folle, sur les épaules duquel repose beaucoup de poids. Et la manière dont tu le décris me le fait voir de manière beaucoup plus positive que je le perçois moi. J'adore Kelsier, mais je le voyais de manière beaucoup plus négative que toi. Pour moi, c'était vraiment plus un anti-héros. Et la manière dont tu viens de le décrire fait évoluer un peu la manière dont je le perçois. Ok, super cool, je suis content. Et je vais parler maintenant du fait que c'est un héros tragique. Parce que, en fait, on s'y attache à Kelsier aussi parce qu'il a une double trajectoire irréconciliable. D'une part, qu'il a une trajectoire de guérison à partir d'un énorme trauma qu'il a vécu dans les fosses de Hatsin. Et d'un autre côté, il a une trajectoire tragique qui le mène à la mort. Donc, on le suit, on est content parce qu'on voit une sorte de guérison qu'on va pouvoir voir. Et d'un autre côté, il va irrémédiablement vers la mort, en fait. Et je vais expliquer pourquoi on va dans cette trajectoire de guérison quand même, parce que dans un premier abord, on le voit pas forcément trop. En fait, je voudrais insister sur le fait que sa guérison, elle vient de l'ouverture du cœur qu'il a. Il y a 3 symboles de cette ouverture du cœur. Le premier symbole, c'est l'amour qu'il continue, là je remets une couche là-dessus, mais l'amour qu'il continue à porter à Mar, son épouse disparue. Cet amour, en fait, pour moi, c'est vraiment comme s'il se raccrochait à quelque chose pour l'empêcher de sombrer dans la folie. Il se raccroche même à cet amour, alors même qu'il est possible qu'elle l'ait trahi en le livrant au Seigneur Maître, avec elle, bien sûr, et ça va résulter en sa mort à elle, mais il dit à Vin qu'il préfère l'avoir aimé, l'aimer et qu'elle l'ait trahi, plutôt que de n'avoir aimé personne. Parce que il est conscient que avoir cet amour, notamment envers elle, lui permet de se raccrocher à quelque chose de plus grand que lui, et à ne pas sombrer dans la folie. Donc c'est grâce à ça déjà qu'il se relève dans un premier temps de son trauma. Ensuite, il a un véritable amour envers sa bande d'amis, et ça on le perçoit parce que par exemple il a peur de trop en dévoiler sur ses plans, parce qu'il a peur que son équipe s'inquiète. Donc des fois il va faire des choses sans les dire à son équipe parce qu'il a peur qu'ils s'inquiètent. Ensuite, parce qu'il a une grande confiance en son équipe, on le voit parce qu'en fait, il avait prévu dès le départ que chacun d'entre eux occupe des postes dans son gouvernement, et il était convaincu de la bonté de ces personnes-là pour accomplir ces rôles-là, et alors qu'eux-mêmes n'en avaient pas conscience. Donc, il a vraiment cette capacité, due aussi à sa croyance en l'amour, dont on vient de parler, cette capacité à se raccrocher à ses proches, à être bien entouré et à aller de l'avant grâce à son entourage. Et on retrouve en fait après des proches qui vont lui rendre en étant loyaux, en étant vraiment avec lui, quoi. Et enfin, on a un troisième élément qui va dans sa trajectoire de guérison, c'est ses responsabilités en tant que leader de la rébellion. Dans ses responsabilités en tant que leader, déjà en fait, on retrouve un truc, c'est le mot responsabilité. Il faut savoir que Kelsier en fait était quelqu'un de peu responsable avant. Et c'est ce qui a. Et en fait, il s'en veut encore aujourd'hui. Il est même dégoûté et en colère contre lui-même. C'est marqué. J'ai pris une citation. Combien d'autres vas-tu encore conduire au massacre avant que tout cela prenne fin ?
c'est une réflexion qu'il a personnellement. Et c'est hyper puissant. C'est, en gros, sa conscience de sa responsabilité qui lui vient maintenant qu'il a vu les conséquences de son irresponsabilité passée, qui était donc juste de commettre des vols et de s'amuser, et sa soif du défi, etc. C'est vraiment... Il a vraiment une évolution là-dedans, entre le avant et le après. Et plus il subit de revers, plus on voit que dans sa réaction, quand on est dans ses pensées, eh ben, waouh, il le prend vachement personnellement, et il se rend compte à quel point c'est à cause de lui, c'est grâce ou à cause de lui aussi, qu'il y a des revers. C'est très intéressant cette partie-là, je trouve également. Moi, j'avais une question, parce que tu l'as pas adressée, et je voulais savoir si c'était volontaire ou pas. C'était sur sa relation avec Vin. Justement, pour moi, quand tu parles d'amour, on ressent cette tension aussi avec Vin, pas dans le sens comme il l'avait avec sa femme auparavant, mais plus dans le sens la fille que j'aurais aimé avoir avec Mar. Complètement. Et je trouve que c'est l'un aussi de ses moteurs à lui qui justifie qu'il va jusqu'au bout, c'est qu'il a envie de donner peut-être aussi un monde, le monde des rêves de Mar à Vin, qu'il voit un peu comme sa fille spirituelle. Ouais. Complètement. Ça fait partie pour moi du point sur l'amour qu'il porte à sa bande, parce que je l'inclus Vin dedans. Mais effectivement, tu as tout dit. C'est effectivement un élément notable sur ce qui permet à Kelsier de guérir, d'aller de l'avant et d'aller vers quelque chose de plus juste. Et ce qui le fait évoluer d'ailleurs, parce qu'à la fin, il est moins critique et moins all-in sur les nobles, sur la question de tuer des nobles. Notamment quand il sauve Elend juste avant de lui-même mourir. Enfin, l'un de ses derniers actes, finalement, cela aurait été de sauver un noble, mais pas n'importe quel noble, le noble que aimait sa fille. Ouais. Pour terminer sur la dimension tragique de Kelsier, c'est qu'en fait, il se rend compte qu'il faut qu'il meure pour que le peuple se soulève vraiment et qu'il se mette vraiment à avoir une foi suffisante pour maintenir, on va dire, la pression contre l'ordre établi, parce que le peuple Ska est décrit à plusieurs moments comme étant assez terne, assez résigné, etc. Et c'est ça qui va l'amener progressivement à une messianisation, à une responsabilisation. Ça va participer à sa responsabilisation aussi, cette figure messianique qu'il est en train de créer de lui-même, et donc cette résignation qui va l'amener à mourir, en fait, à se laisser mourir à ce niveau-là. En effet, il y a un parallèle assez intéressant avec la discussion que l'on a eue tout à l'heure. Pour combattre un dieu, il fallait qu'il se déifie lui-même, et c'est ce qu'il a plutôt réussi à faire, je trouve. Et stratégiquement et politiquement, c'était hyper intéressant et pertinent. Ouais, totalement. Ok, alors maintenant, on va parler de Vin. Et alors, Vin, moi, là où... Vin Là où ça m'intéresse, c'est que Vin, moi je l'ai qualifié comme un personnage enchaîné à ses peurs, parce que derrière la peur, il y a souvent des besoins non satisfaits. Chez Vin, j'ai identifié 3 besoins non satisfaits. Il y a son besoin de reconnaissance, son besoin d'appartenance et son besoin de liberté, qui va un peu englober les deux. Le besoin de reconnaissance, facile, en fait, c'est quelqu'un qui, toute son enfance, a été mise dans un coin, mise à part, dans l'ombre, recroquevillée. Il fallait pas qu'elle dérange, il fallait pas qu'elle soit visible, etc. Elle était pas reconnue, en fait. Elle n'existait pas pour plusieurs personnes. En fait, c'est un besoin, dans la pyramide de Maslow, c'est un besoin hyper basique, le besoin de reconnaissance en tant qu'être humain. Je parle pas de la reconnaissance salariale ou pécuniaire. Qui est très importante aussi, battez-vous. Donc, en fait, elle va aller vers ça, elle va chercher à satisfaire ce besoin-là, et finalement, petit à petit, elle va y arriver. Elle va y arriver en étant reconnue par les membres de la bande particulièrement, en étant reconnue en dehors par son rôle aussi, par qui elle est vraiment, par Elend, etc., etc. Ensuite, ça va l'amener vers un besoin d'appartenance. Elle va se rendre compte qu'elle a ce besoin d'appartenance parce qu'en fait, à l'origine de tout, il y a cette croyance en la trahison qui est très forte chez Vin. On en parle vraiment tout le temps. C'est tout le monde peut te trahir, tout le monde peut te trahir. Et c'est quoi l'inverse de la trahison ? C'est la confiance. La confiance, tu l'as comment ? En appartenant à quelque chose ou en te sentant sécurisé par un groupe ou par
un environnement bienveillant. Et c'est ce qu'elle va absolument chercher, et c'est ça qui l'a fait rester dans la bande de Kelsier. C'est pas renverser l'Empire Ultime non plus, elle, son truc. Hein. C'est vraiment de savoir ce que c'est de se sentir en sécurité. Ouais. De se sentir dans un groupe, de se sentir en confiance. Et elle est tellement curieuse de ça, parce qu'elle a jamais vécu ça, qu'elle va vers ça, et elle veut ce besoin, elle veut ça. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, je la retrouve énormément là-dedans. Bon, petit clin d'œil sur le sujet de la trahison, comme certains doivent le savoir ici, c'était certes une voix intérieure, mais pas que. Oui. Ouais. N'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Wink wink. Bref, en tout cas, c'est ça qui va l'amener à s'investir de plus en plus auprès de la bande, à accompagner Kelsier sur Krennic Shaw, et après on sait comment ça se termine, mais à jouer son rôle de Lady Valette à fond, etc. etc. Et donc ce besoin d'appartenance... J'avais une question pour toi, notamment sur le rôle que va jouer Lady Valette dans la prise de confiance que va avoir le personnage, parce que... Ça, je te le dis juste après. Vas-y, termine ton... Non, mais parce que moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Elle a une forme de dédoublement de la personnalité, c'est-à-dire qu'elle est cet être un peu renfermé sur elle-même, même physiquement, à qui on va demander d'aller dans le bal de nobles en se faisant passer pour une noble. Alors que tout chez elle crie qu'elle n'appartient pas à cette classe-là. Ouais. Et donc voilà, j'avais une question pour toi un peu sur ça. Est-ce que tu penses que de devoir jouer finalement cette partition, de devoir jouer ce rôle qui lui est si étranger, ça va finalement participer à créer la Vin qui va devenir une héroïne, c'est-à-dire une Vin, la Vin initiale, mais un peu assaisonnée de Madame Valette? C'est super intéressant parce que pour moi, ça participe à la résolution de son besoin de liberté, dont je voulais te parler juste après. Donc c'est magnifique. En fait, en sus de ces deux besoins de reconnaissance et d'appartenance, on a le besoin de liberté, qui nous est martelé tout au long de l'ouvrage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès le début de l'œuvre, tu as ce truc de... J'aimerais être libre, j'aimerais savoir comment c'est d'être libre, comme la cendre qui virevolte, comme la brume qui vient, qui part. Et il y a vraiment cette notion de liberté. Mais qu'est-ce que c'est la liberté pour Vin ? C'est 3 choses, 3 dimensions. La première dimension, c'est la liberté physique. Liberté physique qu'elle acquiert en fait finalement avec la possession de l'allomancie. Ouais. Et elle se libère en fait des endroits étriqués dans lesquels elle était. Elle se libère de ce personnage comme ça. Liberté ensuite de ses chaînes mentales. Les chaînes mentales, ça va être toutes les croyances qu'elle a récupérées de son frère, récupérées de ses années en fait à vivre dans la peur, etc. Donc il faut se méfier de tout le monde peut trahir, que des éléments comme ça en fait. Très négatif. Ouais, voilà. Donc des croyances vraiment cache-toi, voilà, sors. Et la 3e dimension, c'est la libération des chaînes émotionnelles. Les chaînes émotionnelles, ça va être retranscrit par la posture, par exemple, de Vin, la peur qu'elle a. Par exemple, il y a un truc qui m'a vraiment bouleversé, c'est quand Kelsier, il la voit pour la première fois, et il la voit traverser la rue, et il voit que n'importe quel petit bruit peut la faire sursauter. On est en présence d'une personne qui est traumatisée, tu le disais tout à l'heure, mais qui est en hypervigilance constante. Elle est sous état de stress, c'est son état normal. Elle est tout le temps comme ça, elle est tout le temps recroquevillée sur elle-même, prête à bondir, comme un animal sauvage. Et c'est vraiment quelqu'un donc qui est prise dans cet état où elle ne peut penser à rien d'autre que sa propre survie immédiate. Et ça, pour moi, c'est les chaînes émotionnelles qui la retiennent. Et puis finalement, ce qui est très intéressant et très satisfaisant dans ce bouquin-là, pour moi, c'est que elle arrive à avancer sur ces 3 chaînes. Elle arrive à se libérer progressivement. Donc là, on en parlait via l'allomancie. Au niveau mental, en commençant à côtoyer la bande de Kelsier, en apprenant ce que c'est que la confiance, voilà. Et puis tout ça entraîne une libération progressive émotionnelle où elle va se sentir de plus en plus
de plus en plus libre de parler, de s'exprimer dans une zone, de prendre la lumière. Et je me rapproche donc un petit peu de ce personnage de Lady Valette, mais en même temps, j'ai un petit truc à dire par rapport à ça. Parce que je pense que, effectivement, adopter ce rôle de Lady Valette va beaucoup l'aider, mais il va l'aider pas seulement parce que c'est un rôle très différent de celui de qui elle était avant. Elle se rend compte au moment où elle entre dans ce bal, ce premier bal, rempli de stress, rempli de brouillard, parce qu'elle ne sait absolument pas comment réagir et elle perd tous ses moyens, elle se rend compte à ce moment précis qu'en fait, Lady Valette, c'est un personnage. C'est un truc derrière lequel elle peut se cacher. Et hop, ça rappelle qui elle était avant, quelqu'un qui se cachait aussi d'un autre personnage qui était Lavigne, voleuse, toute recroquevillée, etc. En fait, elle prend conscience via ce truc-là, via ce premier bal, que Lavigne d'autrefois, comme Lavigne Lady Valette, c'est un personnage, c'est un masque. Et qu'en fait, elle n'est ni l'une ni l'autre, et ça, elle le découvre en rencontrant Elend, parce qu'elle se sent enfin elle-même. Elle sent enfin qui elle est, grâce à sa rencontre avec Elend. C'est très beau, j'ai envie de pleurer. Non mais moi ça m'a beaucoup touché ça. Et pour moi c'est ça qui englobe la guérison, on va dire, et la libération de Vin. C'est cette prise de conscience là. Et bon, pour terminer sur Vin et pour terminer sur ma partie, Sanderson nous montre que c'est pas un travail qui est définitif et qui est fait à la fin du livre. En fait, elle a progressé sur tous ces aspects-là, mais en fait, elle n'est pas du tout libérée. On le voit notamment avec une citation que j'ai récupérée, et moi qui me touche encore beaucoup. Elle parle avec Kelsier à ce moment-là. C'est presque vers la fin du livre, hein, presque au moment fatidique. Et il parle de confiance encore, et de trahison. Vin nous dit, c'est plus ou moins ça la nature de la confiance, non ? Un aveuglement volontaire. Il faut faire taire cette voix qui parle tout bas de trahison et espérer que vos amis ne vont pas vous faire de mal. Et Kelsier est tellement bouleversé par cette prise de parole. Et c'est ça nous montre, là aussi quand Elend vient la chercher, à la fin, revient. Elle est toujours en fait dans cet état-là, mais elle avance quand même. Et ça, je trouve que c'est beau et ça nous donne envie de lire la suite, ça nous donne envie de voir le truc. Voilà, bon, j'ai exploré seulement ces deux personnages, mais il y avait tellement à dire que ça nous a suffi. Écoute, moi après je vais te poser plein de questions sur Sazed également. Eh ben c'est super. Vous le verrez pas, mais moi je vais bien m'amuser, je pense. Et apprendre beaucoup de choses. Et en parlant de questions, on peut passer, je pense, à la partie... Mais réponds, voyons. Pour la première question, quel est ton personnage préféré dans Fils des Brumes, premier tome ? Je pense que mon personnage préféré c'est Vin. C'est Vin parce que c'est via elle qu'on voit le plus d'évolution en fait tout au long de l'aventure. Et toi ? Moi je te pose la même question, donc quel est le personnage que tu as préféré pendant ce premier tome ? Alors, c'est très difficile. Honnêtement, spontanément, je dirais Kelsier. Ok. Parce que je me retrouve beaucoup en lui, du moins j'aimerais me retrouver sur certains aspects beaucoup en lui. Toutefois, j'aime énormément Vin aussi. Elle est géniale et je trouve qu'en termes de personnage, me parle plus. Je l'aime beaucoup. Avec une mention spéciale à Elend et Sazed, qui sont aussi d'exceptionnels personnages. C'est très difficile de choisir entre tous, mais Vin. Ok. Alors, deuxième question, quelle est la citation qui t'a le plus marqué et pourquoi ? Tu l'as quelque part, ouais, c'est bon. Je l'ai sur mon téléphone, mais je sais ce qu'il y a dedans. C'est Sazed qui parle avec Vin et qui évoque le sujet un peu compliqué de l'échec. Et en parlant avec Vin, il lui dit que pour lui, l'échec, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, parce que c'est ce qui permet réellement aussi de juger une personne dans la manière dont elle va réagir à cet échec-là. Et Kelsier, qui est le roi des échecs, continue tout de même de persévérer, continue d'être là pour les autres, continue de faire de son mieux. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à évaluer un homme ou une femme. Et je trouve que c'est un très beau passage. Donc voilà. Ok. Et toi, ta citation ? Moi, la citation que j'ai préférée, c'est tout simplement, j'en ai parlé
j'en ai déjà parlé, mais c'est Vin qui voit Elend revenir à la toute fin du livre et qui lui dit « Vous êtes revenu, murmura-t-elle, vous êtes revenu, vous êtes revenu, vous êtes revenu. » On sent là à quel point elle est choquée par la répétition qu'elle fait et on a Elend juste après qui nous dit oui, et je vois que vous êtes une fille des brumes, c'est très intéressant. Vous savez, c'est une forme de politesse assez courante de dire ces choses-là à ses amis. Et ça me fume. C'est génial. Elend de tout cracher. C'est génial. Et ça fait vraiment, enfin voilà, moi cette citation de Vin me touche particulièrement parce que on la sent vraiment très touchée de ce qui s'est passé. Ok. Mon autre question, je pense que tu as commencé à y répondre tout à l'heure, mais j'aimerais quand même te challenger un petit peu. C'est pour toi, Kelsier, est-ce que c'est une bonne personne ou non? Moi, je pense que c'est une bonne personne par sa capacité à aller vers quelque chose de mieux de là où il part. Et il cherche en fait à faire mieux. Et il cherche à respecter aussi la mémoire de sa femme et de sa femme défunte. Et en créant quelque chose de beau. Et pour ça, je pense que ça en fait quelqu'un de bon. Au-delà même des larcins et des choses qu'il a fait dans son seul intérêt au début du livre. Okay. Des larcins et des meurtres. Beaucoup de meurtres. Ouais. Mais voilà, je vais rester sur cette tu préfères instinct. voir le bon en chacun. Je le note. Je crois. Très bien. Est-ce que tu as une autre question pour moi? Ouais, j'ai une autre question. Si tu étais un brumant, quel pouvoir aurais-tu et pourquoi? Lance-pièce. 200 millions de fois lance-pièce. C'est incroyable. Pour voler? Ouais, incroyable. Et non, vraiment, je trouve que c'est l'un des pouvoirs où tu as le plus de possibilités. Même si attrape-pièce, je crois. Oui, ça doit être ça, ouais. C'est pas mal aussi. Mais je préfère lance-pièce. Ok. Et toi? Moi, je pense que je serais un apaiseur. 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 Je vois même pas pourquoi je t'ai posé la question. Bien sûr que tu serais un apaiseur victorien. Bien sûr. Mais bon, la réalité, c'est que je serais un fils des brumes et que je pourrais tout faire. J'ai une autre question, une dernière question. Que signifie pour toi la prise de pouvoir des inquisiteurs sur l'administration qui était détenue par les obligateurs? Pas sur des questions sérieuses, là. Ah ouais, non, mais bon, là, c'est vrai. En fait, c'est quelque chose qui arrive à la toute fin du livre, le fait que les obligateurs soient remplacés par les inquisiteurs. Et j'ai du mal à percevoir qu'est-ce qui va véritablement changer et c'est quoi ce serait quoi la différence? Ce qui est intéressant, c'est que comme dans tout régime qui s'apprête à s'effondrer ou qui ressent ses fondations trembler, on a un retour vers le militaire, on a un retour vers la violence. Et ici, elle est symbolisée par les inquisiteurs. Les inquisiteurs, c'est vraiment le bras armé du seigneur maître. Ouais. Et quand il sent les prémices d'une révolution, il ne prend pas de risque. Et il a besoin d'avoir ses plus fidèles au poste d'importance et d'administration de l'État. C'est pour ça qu'il choisit l'Inquisition. L'Inquisition, il n'a pas de doute sur eux. Il les contrôle totalement. Du moins, le croit-il. Et c'est pour ça qu'il a ce réflexe-là qu'ont, de manière générale, tous les États autoritaires, et pas que, lorsqu'ils sentent que leur grippe sur vraiment la situation est en train de leur échapper. Ok, super complet. Ça répond vraiment à mon interrogation. Okay, parfait. Est-ce que tu as une dernière question? Allez, j'en ai une dernière pour les fans de Sanderson que nous sommes. Est-ce que tu préférerais passer une journée à Luthadel en tant que fils des brumes ou une journée à Rochard en tant que radieux, n'importe quel radieux que tu pourrais être? Ah, moi je pense que ce serait en tant que fils des brumes. Ouais, je pense que là... Je trouve que les possibilités dans l'environnement, dans le fait de pouvoir... Ouais, je sais pas, je vois plus de choses à faire en fait. Je vois plus de choses à faire en tant que fils des brumes, dans l'univers fils des brumes, que sur Rochard où c'est un pauvre caillou avec une tempête qui vient... C'est vrai. Mais après, c'était qu'une journée. Pour une journée, moi je préférerais être fils des brumes. Je trouverais ça plus fun. Je suis d'accord.
je suis d'accord, tu n'as pas besoin de me convaincre. ça va. Je serai également fils des brumes. J'aurais l'impression d'être Magnéto le temps d'une journée, et ça serait exceptionnel. Et vous seriez quoi alors? Et donc ça nous amène à notre partie conclusive, hein, parce que ça commence à faire un certain temps. J'espère que vous vous êtes pas endormis. En conclusion, de mon côté, si je devais retenir vraiment 2 choses de Fils des Brumes, ce qui a vraiment fait fonctionner la magie pour moi, c'est des personnages d'une complexité vraiment fine et intéressante que tu as développé à la perfection, je trouve, et vraiment merci beaucoup. J'espère que ça vous aura plu également. Ensuite, j'ai passé beaucoup de temps à parler politique, mais c'est pas de ça dont je vais parler là. C'est vraiment l'aspect fun du système de magie, toutes les possibilités qu'on y voit, découvrir un nouvel univers que j'ai trouvé extrêmement riche, extrêmement beau, malgré qu'il soit très gris, très sombre, avec une pluie constante de cendres. J'ai trouvé ça d'une inventivité folle, et chaque fois que je m'y replonge, c'est avec un plaisir extrême. Donc vraiment, pour ceux qui vraiment aiment ce type d'aventure, et bon, vous êtes là depuis le début, donc c'est votre cas, retournez-y de temps en temps. C'est merveilleux. Moi, en tout cas, je ne manque pas de le faire. Et merci beaucoup à Sanderson de continuer à nous alimenter avec ces histoires exceptionnelles. Ok, alors moi peut-être que j'aurais 3 éléments que j'aimerais mentionner. La première, c'est le fait que le développement des personnages en fait et les motivations des personnages m'a aidé à vraiment comprendre l'ensemble de l'univers, m'a accroché en fait au départ, alors que l'univers en tant que tel et la magie en tant que telle au départ était difficile pour moi à suivre. Mais deuxième point, la magie a été quand même très importante parce que je trouve que Sanderson a cette capacité à nous faire réfléchir au système de magie et comprendre du coup des éléments même de l'intrigue grâce à une réflexion sur les potentialités de la magie. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Et troisième élément, et non des moindres, en fait, c'est pour moi, là c'est mon côté un petit peu licorne et arc-en-ciel, mais c'est l'évocation de l'amour, en fait, dans cette œuvre. Pour moi, cette œuvre nous montre les potentialités transformatives de l'amour. Quand quelqu'un puise à l'intérieur de lui à partir de sentiments d'amour qu'il développe pour des gens à l'extérieur ou pour des causes à l'extérieur, ben il arrive à se sortir de lui-même, de se sortir en fait, et là on le voit avec Elsie et Raven en particulier, de leur puits de souffrance individuelle. Ils utilisent l'amour pour sublimer ce qu'ils sont en train de faire et pour aller au bout de très grandes choses qu'on n'aurait jamais imaginé qu'ils fussent possibles. Et pour moi, c'est vraiment cette dimension-là qui leur permet d'accomplir les choses. Sans ça, Vin, elle reste une voleuse, elle se fait dézinguer par le ministère d'acier parce qu'on a capté que c'était une fille des brumes et que c'était une ska, donc ou alors elle reste dans son coin, ou voilà, elle fait rien de sa vie en fait finalement. Sans ça, sans amour, Kelsier, il est tout seul et il va faire une mission suicide kamikaze encore au Seigneur Maître et boum, ça meurt quoi. Donc c'est grâce à cette capacité à connecter à l'amour que pour moi ils arrivent à accomplir de grandes choses, et c'est ça je pense qu'il faut garder en tête avec la lecture de ce genre de livre. Nous aussi en fait en tant qu'être humain, en prenant appui sur des choses extérieures à nous, on peut accomplir de très très grandes choses dans nos vies. Pour terminer, je vous invite à nous donner vos retours sur ce premier épisode des Canapés de l'Imaginaire sur Fils des Brumes, l'Empire Ultime. Nous donner aussi si vous avez des choses qui nous sont passées au travers. Ouais, qu'on aurait pu oublier d'évoquer, de mentionner, ou alors, de creuser d'ailleurs. Ou alors si vous avez des avis contraires aux nôtres, parce que... Oh oui, faites. Si vous avez des avis contraires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Nous, on adore le débat ici, donc c'est avec grand plaisir qu'on viendra échanger avec vous. Tant que c'est pas pour nous bâcher, ce serait sympa. Bon, vous pouvez aussi, hein. Moi j'aime bien. Ah non, pas trop. Non, t'aimes pas? Non, ah, c'est pas bon, terrible. Bah, du coup, ne nous bâchez pas, s'il vous plaît. C'est une communauté bienveillante. Bon, du coup, merci encore à tout le monde, merci Thomas, et puis on se retrouve pour un prochain épisode, tous les deux. Et n'oubliez pas, restez curieux de tout.